Donc, bonjour à tous et à toutes. J'aimerais tout d'abord remercier Sonia Kerfa et Paula Barredo Lopez pour cette invitation. C'est toujours un plaisir de venir à Grenoble et de participer à ces riches événements que vous organisez à chaque fois. Donc, c'est une joie de vous parler aujourd'hui du cinéma de la Révolution des Oyer, de la Révolution portugaise de 74-75. Comme Sonia l'a dit hier, c'était l'anniversaire, le 48e anniversaire de la Révolution. Et il faut signaler que la Révolution a eu lieu après 48 ans de dictature qui a été mise en place en 1926 suite au coup d'État du général Gomes da Costa. Et donc, c'est vraiment significatif que hier, c'était le 48e anniversaire de la dictature. Alors, le numéro 48, c'est aussi le titre du film magnifique de la cinéaste portugaise Susana de Sousa Dias, qui porte précisément sur la torture dans les prisons de la PIDE, la police politique du régime fasciste colonial qui a gouverné le Portugal pendant 48 ans. Donc, je vais essayer de retracer le contexte politique et l'histoire du cinéma révolutionnaire portugais. Bien évidemment, ma communication sera très synthétique parce qu'il y a plusieurs dimensions liées à ces processus historiques et aussi esthétiques, et mon approche sera historique plutôt qu'esthétique. Alors, en plus, dans le champ politique, la Révolution portugaise de 74-75 forme un front pour la révolution des formes. On peut dire que la lutte pour la collectivisation de l'économie, de l'infrastructure de production et la transformation de la société se battait aussi sur le champ de la représentation. Boaventura de Sousa Santos considère que la révolution portugaise, qui s'ouvre avec le coup d'État du mouvement des forces armées, le MFA, le 25 avril 1974, a été, et je cite, le mouvement social le plus ample et le plus profond de l'histoire européenne de l'après-guerre. Fin de citation. Après le coup d'État, la révolution a été conduite dans une large mesure par le mouvement populaire. Le 25 novembre 1975, événement historique qui clôture la révolution et le processus révolutionnaire en cours, bien que ses répercussions sociales, culturelles, esthétiques perdurent jusqu'à aujourd'hui, est en effet le moment où les forces politiques réorganisées prennent position contre les éclatants mouvements populaires. C'est alors que l'autorité et l'État sont reconstruits. Ah, je vais trop vite. Oui, je crois qu'Anna avait parlé aussi de ralentissement dans les projets. Donc, oui, je m'en excuse. Donc, je vais essayer de résumer à nouveau. Selon Boaventura de Sousa Santos, un sociologue portugais, la révolution a été le mouvement social le plus ample et le plus profond de l'histoire européenne de l'après-guerre. Et donc, c'était le coup d'État du 25 novembre 1975 qui met fin à ces mouvements populaires et qui réorganise l'État et l'autorité. La composition de l'avant-garde révolutionnaire est complexe et hétérogène. Si vous avez du mal à me suivre, n'hésitez pas à le dire. Comme le note Sousa Santos, l'avant-garde révolutionnaire assemble le prolétariat et la petite bourgeoisie des villes, ainsi que le paysanat d'Alentejo. On peut dire que par rapport à une géographie, une géopolitique du Portugal, dans le sud du pays, la population soutenait amplement la révolution, alors que dans le nord, plus conservateur, plus catholique, etc., avec une structure de propriété très différente, parce que dans le sud, il existe encore de grandes propriétés de latifundia, alors que dans le nord prédomine la petite propriété. Donc, on peut dire qu'il y a vraiment une division au niveau politique entre nord et sud qui se maintient jusqu'à aujourd'hui et qui a aussi contribué à l'échec de la révolution. Alors, la révolution transforme tous les domaines de la vie sociale, l'État, la structure économique, la réforme agraire, les rapports de domination et subordination, y compris le rapport de genre, le logement urbain, la santé, l'éducation, la culture et l'art. Cet événement a d'importantes conséquences sur le cinéma portugais. Selon Christian Delage, au Portugal, la révolution a été un témoin de la révolution.
Le cinéma a témoigné la révolution, mais il a aussi préfiguré et réfiguré ces processus historiques. Le cinéma l'a préfiguré dans l'avant-dernière séquence d'un film comme Brandos Costumes, La douceur de nos mœurs, réalisé entre 1973 et 1975 par Alberto Seixas Santos. C'est d'ailleurs son premier long-métrage. Il y a un photogramme à gauche dans l'avant-dernière séquence de ces films. Il y a une préfiguration de la révolution. On préfigure le coup d'État à venir. Alors, Seixas Santos fera partie durant la période révolutionnaire du collectif Groupe Zéro. D'ailleurs, dans le film de Paula Lee Maria, il y a des images d'archives de 2 films de ces collectifs. Le cinéma a aussi réfiguré la révolution dans, par exemple, Gestos e Fragmentos, ensaio sobre os militares e o poder, Gestos e Fragments, essai sur le militaire et le pouvoir, réalisé aussi par Seixas Santos, que João Bernardo da Costa considère comme le film qui clôture Avril, qui clôture la révolution d'Avril. Et à droite, on a un photogramme de ces films qui compte sur l'interprétation de 3 personnages. Robert Crummer, le cinéaste nord-américain qui a séjourné à Lisbonne pendant la Révolution et qui a notamment réalisé le film Scenes of the Class Struggle in Portugal, scène de la lutte des classes au Portugal, le philosophe Eduardo Lourenço et Otelo Saraiva de Carvalho, le stratège militaire de la Révolution. Pour Alain Badiou, que je cite, le cinéma portugais a été une manière de traiter en pensée après coup la révolution de 74 et ses conséquences. Fin de citation. Le cinéma portugais postérieur à 74 s'inscrit donc dans une histoire formelle de la révolution. Au-delà de donner origine à un renouvellement des formes esthétiques, la révolution détermine la recherche et l'adoption de modes collectifs de production et de formes alternatives de distribution. C'est un aspect très important, cette volonté de renouveler non uniquement les formes cinématographiques, mais aussi de réorganiser le mode de production et de distribution du cinéma. Dans ces cadres, le concept d'œuvre et d'auteur sont redéfinis. Les traces de ces processus sont encore visibles dans le cinéma portugais contemporain. Alors, après cette brève introduction, j'essaierai de développer plusieurs aspects. Le premier, une redéfinition de la révolution portugaise de 74-75 comme une révolution anticoloniale, un aspect qui est d'ailleurs présent dans l'essai visuel de Maria Lee et Paula. Alors, Boaventura de Sousa Santos définit la révolution portugaise comme le moment du deuxième Prospero, en référence aux figures de Prospero et Caliban dans La Tempête de William Shakespeare. Le premier moment de Prospero du colonialisme portugais, qui Sousa Santos définit comme un type de colonialisme subalterne face au modèle hégémonique incarné par le colonialisme britannique. Donc, le premier moment de Prospero du colonialisme portugais avait été la modernisation du système colonial à la fin du 19e siècle. La fin des guerres africaines, la reconnaissance des mouvements de libération et l'indépendance des territoires colonisés constituent les principales étapes de ces moments de prospéro anticolonial et décolonisateur dans le mot du sociologue. Alors, les guerres de libération et la révolution portugaise sont 2 processus historiques intimement liés. Si la chute du régime fasciste et colonial accélère le processus de décolonisation, cet événement et le déroulement de la révolution portugaise sont conditionnés et influencés par les guerres de libération. C'est pourquoi la révolution portugaise peut être perçue, elle aussi, comme une révolution anticoloniale. Une révolution anticoloniale en raison de la déségrégation provoquée par la guerre dans l'armée et par l'influence directe des idéologies révolutionnaires et anticoloniales sur les militaires du mouvement des forces armées, le mouvement qui organise le coup d'État de 1974. Certains d'entre eux, comme Otelo Saraiva de Carvalho, à qui j'ai déjà fait référence, le grand stratège de la Révolution, récemment décédé. Donc,
Pour Otelo Saraiva de Carvalho, le premier contact avec le marxisme-léninisme et le guévarisme ont lieu sur le terrain des opérations militaires au Mozambique, notamment à travers la lecture de littérature politique dans un contexte de guerre de contre-propagande. C'est aussi une révolution anticoloniale parce que le cours de la révolution dépend fortement, comme le souligne Kenneth Maxwell, du déroulement des événements en Afrique et de la découverte des projets politiques des mouvements indépendantistes. Ces aspects influencent le programme du mouvement des forces armées, notamment sur le plan culturel. Les campagnes de dynamisation culturelle du mouvement, qui se déroulent entre 1974 et 1975, étaient proches dans leur objectif, leurs activités, qui incluaient la projection de films, et dans l'esthétique de leur design graphique, de campagnes menées pendant la guerre de libération et après 1975 par le Frelimo au Mozambique. Le Frelimo était le Front de libération du Mozambique. Alors, la reconnaissance d'un rapport causal et réciproque entre les luttes de libération africaine et la Révolution portugaise ouvre la possibilité d'une nouvelle politique de la mémoire. Le rapprochement de ces deux événements historiques conduit à un démontage de l'interprétation dominante de la Révolution portugaise comme un combat pacifique. Bien au contraire, cet événement a été le point culminant d'un conflit long et sanglant, les guerres de libération en Afrique. En mars 61, année de début de la guerre de libération en Angola, Amilcar Cabral, homme politique et penseur anticolonial, cofondateur du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et le Cap-Vert en 1956. Je vous montre un photogramme de Cabral tiré du film Festival panafricain d'Alger de William Klein, réalisé à propos de ces grands événements culturels qui ont eu lieu à Alger en 1969 par le photographe et cinéaste nord-américain William Klein. Alors, en 1961, Amilcar Cabral écrivait dans L'arme de la théorie, la domination coloniale portugaise, sur le rapport causal entre la fin du colonialisme portugais et la chute de l'État nouveau, le régime fasciste colonial, en inversant la thèse salazariste de l'existence d'un lien intrinsèque et essentialiste entre l'Empire et la nation, et en inversant également, à travers l'établissement des liens de réciprocité, les fondements idéologiques qui donnaient forme à l'imaginaire d'une continuité territoriale, historique et culturelle entre le Portugal et ses colonies, dont les répercussions prévalent jusqu'à aujourd'hui dans certaines représentations littéraires et cinématographiques de la période coloniale. Alors, je cite Cabral. Cabral affirmait que si la chute du fascisme au Portugal peut ne pas conduire à la fin du colonialisme portugais, nous sommes sûrs que la liquidation du colonialisme portugais entraînera la destruction du fascisme au Portugal. À travers notre lutte de libération, nous contribuons efficacement à la chute du fascisme portugais et donnons au peuple du Portugal la meilleure preuve de notre solidarité. Ces facteurs est un motif de fierté pour nos peuples qui attendent du peuple portugais la même solidarité par le renforcement de la lutte contre le fascisme. Quelques années plus tard, en 1972, dans le rôle de la culture dans la lutte pour l'indépendance, Cabral remarque que l'acceptation du droit à l'autodétermination et à l'indépendance des peuples colonisés par l'opinion métropolitaine, j'utilise l'expression de Cabral, pourrait avoir des conséquences importantes, et je le cite, sur la vie et l'évolution politique de la puissance impérialiste et coloniale. Alors, l'affirmation de la lutte antifasciste et de la lutte anticoloniale comme un combat commun au peuple portugais et au peuple colonisé élargit la dimension internationaliste et l'ampleur transnationale du projet politique révolutionnaire de Cabral. Aussi, l'homme politique et poète angolais Mário Pinto d'Andrade, compagnon de la cinéaste Sarah Maldoror et éditeur de la revue Présence africaine, affirmait qu'il faut rompre, et je cite, avec la notion statique de réciprocité de conséquences entre la lutte contre le fascisme et contre le colonialisme. Alors, cette imbrication entre lutte antifasciste et lutte anticoloniale est aussi remarquée par les penseurs portugais.
Dans un article publié en 1975, en août 1975, un plan Verão-Quente était chaud, donc c'était la période la plus importante du PREC, du processus révolutionnaire en cours, l'été chaud. Le philosophe Eduardo Lourenço, qui, dans un autre texte, Situation africaine et conscience nationale, avait comparé les riches propriétaires ruraux d'Alentejo à des colonialistes et donc les paysans aux colonisés. Donc, dans ces textes, Eduardo Lourenço parle d'une africanisation du projet révolutionnaire portugais. Il critique à travers cette expression la manière dont le programme politique des anciennes colonies avait été pris en tant que, et je le cite, modèle de régénération historique, idéologique, politique de caractère révolutionnaire au Portugal. En d'autres termes, il condamne l'importation supposée par l'ancien pays colonisateur des formes politiques pensées pour être mises en place dans les nations africaines antérieurement colonisées. Sousa Santos considère aussi à son tour que le projet révolutionnaire portugais et mozambicain se développe parallèlement pendant une certaine période. Alors, par rapport à ces possibles rapprochements entre la lutte coloniale en Angola et au Mozambique et à la lutte antifasciste au Portugal, j'aimerais évoquer la poésie de António Quadros, un grand peintre, graphiste et écrivain mozambicain, bien que né au Portugal. Et António Quadros était quelqu'un que, de la même manière que Fernando Pessoa, a développé plusieurs hétéronymes. Donc, j'aimerais faire référence à Mutimati Barnabé João, l'un des trois hétéronymes littéraires d'António Quadros, qui vise à exprimer la voix collective de la nation mozambicaine. Dans une œuvre poétique extraordinaire, Et au pauvre, moi, le peuple, publié en 1975, une espèce d'anti-épopée, le poète transpose la particulière conception de l'ennemi portugais à l'espace littéraire, suggérant une interidentité qui sera plus tard théorisée par Boaventura de Sousa Santos, une interidentité du colonisateur et du colonisé. Alors, j'aimerais juste citer une strophe. Cet ennemi laisse beaucoup d'informations et de traces. Il ne peut pas être un ennemi si grand. C'est un camarade qui travaille dans le champ de l'ennemi. C'est certainement un agent double. Et alors, c'est intéressant de voir comment cette imbrication, cette interidentité entre la figure du colonisé et la figure du colonisateur, ou bien entre la figure du colonisé et celle du paysan et de l'ouvrier portugais, traverse l'histoire du cinéma et de la littérature des 40 dernières années, notamment dans le film de Pedro Costa, Cavalo Dinheiro, où il y a ces rapprochements entre la figure de Ventura et les ouvriers portugais. Donc, c'est vraiment un aspect intéressant, la manière dont le cinéma, mais aussi la littérature portugaise, mozambicaine et de l'Angola ont travaillé ces rapprochements entre différentes figures de subalternité, précisément pour déjouer les catégories de domination. Alors, le départ et l'arrivée des soldats portugais est figuré dans le cinéma des anciens territoires colonisés et dans le cinéma portugais. Ici, je vous montre un photogramme de 25 ou 25 film réalisé par les hommes de théâtre et cinéastes brésiliens José Celso Martínez Correia et Celso Lucas, un long-métrage qui a été commandé par Samora Machel sur l'indépendance du Mozambique. L'arrivée des soldats à Lisbonne est figurée aussi dans Deus até ao meu regresso, Dieu jusqu'à mon retour, un film de 1974 d'António Pedro Vasconcelos, l'un des premiers films portugais après O Mal Amado, le Mal Aimé de 73 de Fernando Matos Silva, a traité les répercussions de la guerre en Afrique sur la société. Alors, en plus de ces aspects historico-politiques, une continuité formelle peut être établie entre le cinéma révolutionnaire portugais et le cinéma révolutionnaire du Mozambique et de l'Angola. Les représentations filmiques des différentes révolutions anticoloniales, y compris de celles portugaises,
peuvent être inscrites dans l'ensemble du contexte géopolitique des années 70. Elle s'insère dans ce qu'on peut appeler le cinéma de libération et dans toute une généalogie du cinéma dont les références sont l'éclat formel, expression d'Eisenstein du cinéma soviétique, le cinéma cubain. Santiago Alvarez filme d'ailleurs la révolution portugaise ainsi que le processus révolutionnaire en Angola et au Mozambique. Et le cinéaste cubain assure aussi des ateliers de formation au sein de l'Institut national du cinéma du Mozambique. On peut aussi citer comme de référence Nicolas Guillen Landrian, Humberto Sola, entre autres, et d'une manière générale, le tiers cinéma latino-américain. Le cinéma propose une recomposition tropicale de l'espace révolutionnaire des pays de langue portugaise, espace réel et formel. Le nouveau langage cinématographique devrait transcender le cadre du cinéma militant, et un exemple de cette volonté de surmonter le cadre du cinéma militant est le film de João César Monteiro, Que farei eu com esta espada, que farei de cette épée, qui exemplifie cette conception du cinéma politique dans la période révolutionnaire au Portugal. Donc ici, on voit un photogramme de l'écrivaine Maria Velho da Costa, qui est très connue à cause d'une œuvre littéraire intitulée Novas Cartas Portuguesas, nouvelles lettres portugaises, qu'elle a coécrit avec Maria Isabel Barreno et Maria Teresa Horta en 1972, et que constitue l'une des premières concrétisations littéraires au Portugal qui essaie de problématiser le rapport de genre au niveau social, mais aussi la manière dont ces rapports se manifestent dans la sphère littéraire. Donc, dans ces films, Maria Velho da Costa, qui était à l'époque déjà une écrivaine très connue, interprète une prostituée dans le film. Et ces segments narratifs, parmi d'autres, créent une tension dialectique entre les systèmes de représentation du documentaire et de la fiction, remettant en question les conventions du cinéma militant et engagé. Alors, cette pensée du cinéma rend problématique son lien indissoluble au réel, s'étend aussi au champ littéraire et au domaine des arts plastiques. Un autre aspect que j'aimerais mettre en avant, c'est la manière dont, dans un contexte internationaliste fortement politisé, les guerres de libération en Afrique, aboutissant à la révolution de 74-75 et aux indépendances africaines, ainsi que d'autres événements et processus historiques de la même période, comme par exemple la guerre du Vietnam ou le Chili de Salvador Allende, ces événements suscitent un grand intérêt de la part de nombreux intellectuels, artistes et cinéastes. Des réalisateurs comme le Brésilien Glauber Rocha, le Nord-Américain Robert Grammer ou l'Allemand Thomas Arlin, et des techniciens comme le Canadien Russell Parker, voyagent au fond de longs séjours au Portugal et au Mozambique entre 1974 et le premier lustre des années 80 pour filmer les processus révolutionnaires. Alors, les représentations filmiques de ces guerres de libération et des processus révolutionnaires contribuent à créer un espace et un imaginaire tricontinentaux liant politiquement et esthétiquement le Portugal, le Mozambique, l'Angola, la Guinée-Bissau et aussi le Brésil, alors sous le joug de la dictature militaire. La décolonisation s'y affirme durant cette période comme un processus d'ordre politique, esthétique et épistémologique qui n'est pas réduit à l'espace colonial, mais s'élargit à l'espace néocolonial et même mondial. Une articulation poétique et praxique entre la production esthétique et la lutte politique dans un contexte internationaliste est défendue par ces cinéastes qui exemplifient la figure de cinéastes engagés transcontinentale. Par exemple, Glauber Rocha, qui Ismail Xavier qualifie de cinéaste tricontinental, publie en 1967 l'essai Cela s'appelle Aurore, dans lequel il soutient pleinement et non sans contradiction un cinéma tricontinental.
Il définit la libération du cinéaste comme le moment de découverte de son appartenance à 3 continents, l'Afrique, l'Amérique latine, l'Asie. Et dans ses manifestes esthétiques et politiques, le cinéaste pose la nécessaire articulation entre la praxis cinématographique et révolutionnaire comme le fondement du cinéma tricontinental. J'aimerais citer le cinéaste, il affirme que le cinéma tricontinental, lui, doit s'infiltrer et en même temps faire exploser. Au moment où la mise à mort de Che Guevara rentre dans la légende, la poésie devient praxis. En 1967, en pleine dictature militaire, lorsque le groupe brésilien de la gauche radicale passe à la lutte armée, Rocha fait appel, et je cite, à un cinéma de guérilla, un cinéma qui dépasse les frontières et qui constitue l'unique forme de combat. Alors, en 1974, entre 1974 et 1975, plus précisément, à Lisbonne, il participe à la production du film Armas e o Povo, Les armes et le peuple, signé par le syndicat dos trabalhadores da produção de cinéma et télévision. Et je vous montre un photogramme des entretiens réalisés par le cinéaste brésilien à gauche pour ces films, d'entretiens qui remettent elles aussi en question les conventions du cinéma documentaire, notamment en ce qui concerne le rapport hiérarchisé entre observateurs et observés, sujet et objet de représentation, et qui marque aussi un tournant autoréférentiel du cinéma politique de cette époque, un tournant autoréférentiel qui s'opère chez Glauber Rocha, mais aussi dans la filmographie d'un cinéaste comme Robert Kramer à la même époque. J'aimerais vous montrer un petit extrait d'un autre film qui démontre l'internationalisme de la production cinématographique réalisée au Portugal à cette époque, dans le contexte révolutionnaire. C'est un film intitulé O Parto, l'accouchement, réalisé par José Celso Martínez Correia et Celso Lucas, le réalisateur de 25, le film sur l'indépendance du Mozambique que j'ai déjà cité. Alors, ces films, c'est une commande de la télévision publique portugaise, la RTP, et il est diffusé lors du premier anniversaire du coup d'État de 1974. Le film représente un pays qui se décolonise de et avec ses colonies et enregistre l'accouchement d'un enfant né 9 mois après le 25 avril 1974. Alors, cette image de l'accouchement suggère la difficile naissance d'une révolution et de son langage cinématographique que le film lui-même tente d'introduire. La métaphore dialogue avec la seconde naissance décrite par Hannah Arendt, celle de l'homme dans la sphère publique à travers le langage et l'action, et cette métaphore renvoie également à la conception marxiste de la violence révolutionnaire comme, je cite Engels, accoucheuse de toute vieille société qui emporte une nouvelle dans ses flancs. Donc, ces films représentent le moment où une nouvelle société et un nouveau langage cinématographique supposément sont délivrés. Et j'aimerais vous montrer la séquence finale du film, dont le mot finaux sont, et je cite, Portugal, Brésil, Afrique, accompagné de l'intertitre Faire tomber les barrières. C'est un film qui appelle donc à une lutte de libération commune, à l'invention d'un nouveau langage cinématographique décolonisé et à une révolution politique et esthétique tricontinentale. Alors, il faut qu'on arrête. J'arrête le partage, non? Merci. OK. Bon. Et maintenant, vous partagez là-bas? On l'envoie. Comment on l'envoie? OK. Attends, mais le problème, c'est avec les sons maintenant. Une seconde.
Y ahora si hablas, no hay eco. Non, si, merci. Alors, si l'internationalisme est l'un des aspects du cinéma révolutionnaire portugais, un autre aspect fondamental qui est approché dans l'essai visuel de Paula Lee et Maria est la tentative de collectivisation de la production cinématographique et aussi de transformation des modes de distribution du cinéma. Alors, bien évidemment, cette tentative de collectivisation du cinéma est traversée par plusieurs contradictions, notamment au niveau des rapports hiérarchiques au sein des collectifs de cinéma, au niveau de la reproduction de certains dualismes dans le rapport entre les cinéastes et les techniciens et la population filmée, qui étaient pour la plupart des populations marginalisées, de populations subalternes. Et d'autre part, il faut encore faire référence à la manière dont certaines catégories de genre, de race, etc., se reproduisaient au sein des collectifs. Alors, on peut dire que le collectif cinématographique prolifère après la Révolution. Au-delà de Ciné Qua Non et de Cinéquipa, qui sont peut-être les plus connus, on peut nommer aussi le collectif Groupe Zéro, Filmform, Prolefilm, Virver, c'est le collectif que produit Bon Peuple portugais, l'un des films les plus importants de cette période, Cooper Scene, Forum, etc. Alors, au-delà d'avoir en commun une conception du cinéma pensée à partir de son articulation avec la vie et la politique, les collectifs de la Révolution portugaise partagent une existence fugace.
Paulo Cunha caractérise le cinéma portugais des années 70 comme, et je cite le chercheur, une longue période d'un cinéma sans la figure du producteur traditionnel et à la recherche de formes alternatives de création et de production cinématographique. L'histoire du cinéma collectif réfléchit la relation entre le mouvement social et l'État que Sousa Santos définit comme très complexe. Elle exprime cette période où, dans le mot du sociologue, les virtualités et les limites réciproques de la légalité démocratique qui rendaient possible la consolidation graduelle et la légalité révolutionnaire, qui proposait l'assaut global du pouvoir et la transformation graduelle de l'État, étaient débattues. Les collectifs cinématographiques manifestent différentes positions idéologiques, parfois même antagoniques. Groupe Zéro, par exemple, proche du Parti communiste portugais, opérait fondamentalement au sein des unités collectives de production. C'était une espèce de kolkhoz fondée à l'époque, comme dans le film A Lei da Terra, La loi de la terre de 1967. Alors, le positionnement idéologique des collectifs est un facteur fondamental à l'heure d'utiliser le film de cette période en tant que source historique. Par exemple, pour parler de Torre Bella, c'est une coopérative indépendante qui était indépendante des partis politiques où l'organisation était vraiment déterminée par la force populaire. Et donc, c'est peut-être l'un des collectifs les plus filmés. Il y a le cas paradigmatique du film de Thomas Arla, et notamment un film récent, Ligne rouge de José-Philippe Costa, revient sur le processus de production du film d'Arlan. Sonia Kerfa a d'ailleurs écrit un très bel article sur ce film. Donc, sur la coopérative Torre Bella, qui faisait partie des coopératives de Zambuja, donc des coopératives qui n'obéissaient pas à l'orientation d'aucun parti politique et dont l'organisation était déterminée par le pouvoir populaire. Il y a le film de Thomas Arlan, mais il y a aussi le film Coopérative agricole Torre Bella, réalisé en 1975 par Luís Galvão Teles, ou encore un film absolument méconnu, le film Torre Bella du cinéaste amateur Vitor Silva. Et on voit bien que la représentation de cette coopérative varie selon les positions et les perspectives idéologiques de chaque cinéaste. Alors, je disais que le positionnement idéologique des collectifs est un facteur important à l'heure d'utiliser le film de cette période en tant que source historique. La perspective idéologique et les affiliations partidaires des cinéastes et les coopératives semblent donc être facteurs déterminants en ce qui concerne les représentations du pouvoir populaire. D'autre part, il est important de remarquer que le récent travail qui propose une déconstruction critique de cette période et de ces représentations cinématographiques se penche tous, ou presque tous, sur les coopératives de la Zambuja, cette structure indépendante, pour le dire comme ça, dont l'organisation était indépendante et qu'il n'y a pas de recherche des films sur les unités de production agricole contrôlées par le PCP. Donc, il faut s'interroger sur le facteur idéologique qui préside à ces choix méthodologiques. Alors, si la plupart des films collectifs tournés dans cette période se penchent sur des expériences réalisées à la campagne, notamment dans le contexte de la réforme agraire, mais aussi dans le cadre des campagnes d'alphabétisation menées à cette époque, il faut aussi faire référence à un certain nombre de films réalisés dans les villes sur notamment le processus d'autogestion des usines. Par exemple, le film Applied Magnetics de 1976, qui a deux versions, une version plus longue intitulée Contre les multinationales, réalisée l'année suivante
en 1977 par Cinequipa, ou alors les films portant sur les grèves, par exemple, Grève dans la construction, réalisée en 1975 par Sine Qua Non. Il me reste très peu de temps, donc je vais essayer de synthétiser. Alors, le cinéma collectif de la Révolution portugaise essaie de collectiviser la production cinématographique dans une période de collectivisation de l'infrastructure de production. Par rapport à ce cinéma, plusieurs questions se posent, en plus de celles que j'ai pu aborder dans le cadre de cette intervention. Et une question qu'il est absolument urgent d'examiner, c'est la manière dont ce cinéma a essayé d'opérer un passage de la représentation à ce qui peut être un système de co-représentation ou d'auto-représentation. Alors, si on se penche sur les films le segment de films collectifs Les armes et le peuple de Glauber Rocha, ou bien sur le film réalisé par Robert Kramer, Scène de la lutte de classe au Portugal, il y a un passage qui s'opère vers des formes qu'on peut situer dans un modèle d'autoreprésentation vers des formes autoréférentielles. Mais la vraie question, question qui est posée dans l'essai visuel que vous verrez par la suite, c'est la légitimité de donner la voix et l'image au peuple sans opérer un passage des modes de production. C'est-à-dire qu'au niveau de la production collective de cette période, se maintient une structure hiérarchisée au niveau de la production cinématographique. Hiérarchisée au niveau du rapport entre observateur et observé, sujet et objet de représentation, mais bien évidemment, d'autres hiérarchies ont été reproduites dans le cadre du corpus de cinéma collectif de la Révolution portugaise. Pour le dire d'une manière très simple et pour synthétiser, si l'on pense aux cinéastes portugais de cette époque, c'était des cinéastes qui venaient de Lisbonne et de Porto, les grandes villes fondamentalement. La plupart d'entre eux avaient eu l'occasion de faire ses études à l'étranger, surtout à Londres et à Paris. Et ils appartenaient à une bourgeoisie blanche, la plupart des cinéastes étaient des hommes, même s'il y avait des cinéastes comme Solveig Nordlund, qui a fait partie du groupe Zero, ou encore Margarida Gil et d'autres. Donc, une question urgente est une réévaluation de la production cinématographique à la lumière de ce qui peut être une politique de la représentation contemporaine et à la lumière de questions qui étaient déjà très présentes à l'époque, comme la question de genre. Alors, par rapport à la question de genre, et pour conclure, la composition des collectifs était fondamentalement mixte. J'ai déjà fait référence à Solveig Nordlund, à Margarida Gil, qui a fait partie de Sine Qua Non. Il y avait aussi António de Souza et Maria Antônia Paula, qui ont fait partie de Cinequipa et qui ont réalisé des films sur des sujets très importants à l'époque, sur notamment la condition des femmes, le droit à l'avortement et la lutte des femmes de ménage. Il y a deux films magnifiques sur la lutte des femmes de ménage qu'on peut rapprocher notamment de certains films latino-américains comme Antuca, par exemple, du groupe Warmi. Et parmi ces films, il faut faire référence au film de Margarida Gil, Para Todo o Serviço, qui est disponible sur le site de la télévision publique portugaise RTP, Para Todo o Serviço, disponible pour tout, on peut le traduire comme ça, de 1976, qui porte précisément sur la lutte des femmes des ménages. Alors, néanmoins, malgré cette production réalisée par des femmes
et centré sur des sujets liés à des questions de genre, il est important de réfléchir sur l'avenir de cette première génération de cinéastes femmes au Portugal. Sauf Margarida Gil et Solveig Nordlund, les autres cinéastes que je viens de nommer n'ont plus filmé. Le cas de Manuela Serra est paradigmatique, membre de la coopérative Vir Ver, chargée de la production et monteuse des films tels que Deus, Pátria, Autoridade et Bom Povo Português de Rui Simões, et réalisatrice de l'un des films les plus extraordinaires de l'histoire du cinéma portugais, O Movimento das Coisas, le mouvement des choses. La cinéaste serait empêchée de filmer pour des questions de genre après la réalisation de son seul long métrage. J'ai eu l'occasion de discuter de ces questions avec elle et elle m'a raconté la manière dont elle a été victime de machisme, c'est qu'il a empêché de réaliser d'autres longs métrages et en ces moments, elle a presque 80 ans. Pardon. Alors, pour finir, j'aimerais juste souligner la manière dont le cinéma révolutionnaire portugais est traversé par la tension entre ces hiérarchies de la représentation et par cette tentative échouée de passage vers un modèle de co-représentation. Merci.